Salut à tous! Je vous propose aujourd'hui de répondre aux débats les plus inutiles et récurrents de l'univers Dragon Ball. Vous allez certainement reconnaître beaucoup de débats car encore aujourd'hui, sont des sujets qui deviennent assez récurrents sur les chaînes parlant de manga et surtout Dragon Ball. C'est l'occasion de vous donner mon avis puis de répondre de la manière la plus claire et logique à tous ces débats car vous allez voir, toutes les clés sont déjà dans l'œuvre. Sur ce, c'est parti! Ce débat est l'un des plus logiques les gars. La réponse est extrêmement claire. Et je vous assure, vous n'avez pas besoin de regarder des vidéos de 20 minutes sur le sujet pour classer les formes de Buu. Très simplement, lorsque Buu absorbe Gotenks, il va dire qu'il est le Jin le plus puissant. Après avoir absorbé Gohan Ultime, il se déclarera plus fort qu'avant. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Il se fait d'ailleurs quand même ratatiner par Végéto. Puis lorsque Buu redevient pur, un combat s'engage au Kaioshin Kai et là nous avons une nouvelle déclaration claire de la part de Monsieur Son Goku, qui dit que pour battre ce Buu, la fusion n'est pas nécessaire étant donné que Buu aussi n'a plus absorbé personne en fait. Donc c'est assez clair, Buuhan est la forme de Buu la plus puissante. Le chef Otaku avait d'ailleurs fait une vidéo explicative assez drôle sur le sujet qui résume parfaitement le débat. L'idée c'est que plus Buu absorbe, plus il gagne en force, mais logiquement, une fois qu'il perd tout ce qu'il a absorbé, il perd toute la force gagnée, donc il devient plus faible. Franchement, c'est un débat qui se résout super facilement, et je sais toujours pas pourquoi certaines personnes pouvaient penser que le Buu le plus fort était Majin Buu pur. Alors là, on est sur l'un des débats qui a divisé la communauté Dragon Ball. Broly est toujours apparu comme un personnage super cheaté dans l'œuvre. Mais là où on a commencé à émerger des théories farfelues sur sa puissance de Super Saiyajin légendaire, trouve racine dans la vidéo de Gaki Parody. Sa vidéo sur la vraie puissance de Broly est une très bonne vidéo captivante, mais pour être honnête, ce que dit Gaki Parody dans cette vidéo est un concentré de bêtises. Il défend le fait que Broly avait les cheveux bleus dans les concept art, et le fait qu'il possède du coup un stade de SSJ bleuté, faisant penser par répercussion au Super Saiyan Blue. Sauf que la couleur des cheveux de Broly est causée par son limitateur de puissance qui a pour effet de l'empêcher de dévoiler pleinement son Super Saiyan. De plus, il théorise que personne ne ressent le ki de Broly, alors que Piccolo dans le film dit clairement qu'il ressent son énergie spirituelle. Puis il précise avec une phrase qui deviendra mythique, Broly se retient. Soyons sérieux les gars, dans ce film Broly se trouve à mi-chemin entre le Super Saiyan 2 de Gohan et le SSJ Full Power, c'est tout. Jamais, au grand jamais, Broly est devenu un Super Saiyan divin. Enfin il me semble que Gaki Parody reviendra sur ses propos bien plus tard en disant que Broly pourrait juste être le personnage qui a inspiré le SSJ Blue du fait des concept art issus du film 8. Ouais pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise idée. En tout cas, sachez que si à l'heure actuelle certains pensent que Broly DBZ est un Super Saiyan divin, c'est qu'on n'a pas vu le même film je crois. C'est un célèbre débat qui n'est pas mauvais en soi, mais assez maladroit. On sait que la fusion Métamol a beaucoup de contraintes, alors que la fusion Potala en a moins. Mais sachez que lorsque le vieux Kaioshin dit que la fusion Potala est plus efficace, il parle bien sûr des contraintes qui à cette période étaient moindres en comparaison à la fusion Métamol. Pour pouvoir avoir une véritable opposition, il faudrait que Goku et Vegeta pratiquent la danse de la fusion et la fusion Potala au même moment, afin de savoir qui est vraiment le plus fort. Mais malheureusement, il n'existe pas de période vraiment proche pour déterminer. Sur le papier, la fusion Potala est meilleure car issue des dieux, mais aussi car plus facile à réaliser. Mais évidemment, ça ne fait pas de la fusion Métamol une fusion faible. Pour moi, la réponse est une question de préférence, car ce sont littéralement les mêmes personnages. Rien ne peut justifier que l'un soit plus fort que l'autre, hormis une période précise. Par exemple, Végéto de Dragon Ball Super dans l'arc Black Goku et Gogeta dans le film Fusion. Ou peut-être que la technique de fusion joue dans la puissance du personnage. Mais pour l'heure, on ne sait pas, il n'y a pas plus de précision que ça. Et il nous est clairement vendu que les deux techniques sont similaires, c'est juste un moyen différent. Donc pour moi, Végéto égale Gogeta.
J'ai remarqué que ce débat revient assez souvent dans le concept de vidéo combat fictif. C'est un débat qui pour le coup ne sert pas à grand chose et en plus les réponses sont déjà présentes dans l'œuvre. Gohan Ultime est le plus fort. Là-dessus, aucun doute. Je vous dirais même que Gotenks SSJ3 est très légèrement au-dessus de Goku SSJ3 en termes de puissance. Mais ça c'est uniquement si on parle de puissance brute, ce qui je rappelle ne fait pas tout. Il y a aussi l'expérience, donc Goku SSJ3 restera le second guerrier le plus fort de la fin de cet arc. La preuve de la différence de niveau entre Gohan et Goku se trouve lorsque Goku dissocie à Vegeta. On voit qu'il a peur de Super Buu, ce qui veut dire qu'il ne se sent pas au niveau du tout en comparaison à Gohan Ultime, qui arrivait à regarder Super Buu droit dans les yeux et lui a dit qu'il allait l'éliminer. Cependant, là où le débat prend une autre dimension, c'est bien évidemment lors du film 13, l'attaque du dragon. L'attaque du dragon d'ailleurs, parlons-en. Pour moi dans ce film, il n'y a pas grande différence de puissance avec l'arc Buu. Déjà car si on place ce film dans la chronologie DBZ, on suggère que ça se passe moins d'un an après les événements de l'arc Buu. Et Gohan pour moi reste au-dessus. Car Goku SSJ3 et Gohan ont fait des prestations similaires face à Hildegard. Goku SSJ3 paraît plus fort juste à cause de son point du dragon qui était juste complètement cheaté. C'est simple, c'est le genre d'attaque comme le Genki Dama où la mesure de puissance est démentielle et ne dépend pas uniquement de son utilisateur. Après ce n'est que mon avis et si vous pensez que Goku est plus fort, je comprends totalement. Ce genre de débat un peu inutile, on a tendance à ne pas y penser en premier lieu, mais bien que ce ne soit pas d'une grande utilité, il y a un intérêt derrière. Déjà ça permet de mettre en avant des personnages bien souvent oubliés tels que Yamcha, Krillin et Tenshinhan, et ça nous fait aussi prendre conscience que l'un de ces mecs là, à un moment donné, a été plus fort que Goku. Je parle bien de Tenshinhan. Le mec s'est entraîné depuis l'enfance et a une capacité démentielle pour copier et créer des techniques surpuissantes. Souvenez-vous de la fois où il a copié le Kamehameha lors du Tenkaichi Budokai, ou de la fois où il a retenu Cell, un personnage pourtant plus fort que lui. Le terrien le plus fort, c'est Tenshinhan. Il a un gros potentiel beaucoup plus haut que celui de Krillin. Mais aussi, il s'est entraîné toute sa vie. Krillin, à un moment, a délaissé l'entraînement pour sa vie de famille. Et je pense que ceux qui ont tendance à estimer Krillin plus fort est à cause du fait qu'il était plus mis en avant dans les arcs suivants. Krillin est très fort, oui, mais Tenshinhan l'est encore plus. Je précise, Yamcha est hors course dans ce débat, car il n'a pas un gros potentiel, d'après moi, et qu'il a vite abandonné l'entraînement dès la fin de l'arc Cell. Et puis il faut dire qu'on a tendance à l'oublier, mais le terrien avec le plus haut potentiel, et qui est surtout le terrien le plus fort, c'est Oob. Surtout si l'on considère Dragon Ball GT. Alors oui, c'est la réincarnation de Buu, mais il est avant tout un être humain pour moi, plus qu'une simple réincarnation. C'est un personnage à part. Si on parle de qui est le terrien le plus fort, je pense qu'en incluant Oob dans le débat, il n'y aurait pas débat justement. Mais si on veut débattre de qui est le plus fort entre Krillin et Tenshinhan, alors là pour moi, c'est Tenshinhan. C'est un débat, voire une question que je n'ai pas vu revenir dans les commentaires. Pourtant, c'est un débat qui divise la communauté Dragon Ball. Je ne vais pas beaucoup développer, mais il est clairement impossible que Mirai Trunks ait pu rencontrer Tapion. Ça pose beaucoup trop de soucis d'incohérence, et puis les 13 premiers films ne sont pas canons à l'œuvre originale. Pour répondre simplement, non. Ce n'est pas la même épée, mais c'est juste un clin d'œil. Un symbole qui fait référence aux héros en général, tels que Mirai Trunks. C'est une sorte de rappel de cette timeline de Mirai Trunks. Il faut y voir un parallèle entre Trunks du futur et Tapion, deux héros qui ont tout perdu et qui possèdent leur propre combat. Gohan Super Saiyan 2 versus Super Perfect Cell. Je dois avouer que j'ai été surpris quand j'ai vu que certains d'entre vous me proposaient ce débat en commentaire. Franchement, c'est un débat vraiment inutile pour le coup, donc on est pleinement dans le thème. Mais très clairement, Gohan SSJ2 roule, R-O-U-L-E, roule sur Cell Super Perfect. Voilà. Déjà, à un bras, il l'a vaincu, et ce, sans que son énergie soit restaurée, contrairement à Cell,
qui en plus d'avoir retrouvé sa pleine force, a reçu un power-up. Gohan aurait pu perdre, mais pas à cause de son manque de puissance, mais plutôt à cause de son manque de confiance. Une fois qu'il a perdu son père, il s'est senti responsable et en plus de ça, il se rend compte qu'il le perd pour rien, étant donné que Cell revient à la vie derrière. Mais clairement, tu donnes un combat avec un Gohan confiant comme jamais et en pleine possession de ses moyens, il fracasse Cell super perfect. Certes, avec moins de facilité que face à Cell parfait, mais il reste au-dessus tout de même. Je pense que ce débat prend forme uniquement à cause de la capacité de Cell super perfect à tenir tête au Kamehameha de Gohan Super Saiyan 2. Oui, il y a aussi le fait que la Z-Team donne le bon timing à Gohan, ça joue un peu, mais en soi c'est Gohan qui donne le coup de grâce, c'est lui qui surpasse Cell. D'ailleurs, il y a un manga super sympa qui s'appelle Dragon Ball New Hope, qui met en scène une sorte de scénario what if en fait, où Gohan est mort face à Cell. Peut-être que ça peut mener à certains à penser que Cell surpasse ou pouvait surpasser Gohan, mais bon, ça reste quand même un scénario what if, et à mon sens, c'était extrêmement peu probable que Cell gagne. Kid Buu versus Janemba. Bon, j'ai l'impression que cet épisode va tourner vraiment autour des combats, des sortes de combats fictifs. Alors, c'était pas vraiment le but avec cette série d'épisodes de faire des combats fictifs, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont sujets à débat ou à débat vraiment inutiles. Et pour le coup, Kid Buu versus Janemba, bah, très clairement, Janemba fume Kid Buu. Voilà, fin du débat. Enfin bon, on va quand même essayer d'argumenter un peu quand même. C'est simple, la clé de ce débat, c'est Goku Super Saiyan 3. Face à Kid Buu, il fait jeu égal avec lui dans le manga et l'anime. Alors que dans le film 12 Fusion, Goku Super Saiyan 3 ne tient pas bien longtemps avant de se faire littéralement couper en deux par Janemba. L'argument qui vient encore plus appuyer le fait que Janemba est plus fort que Kid Buu, c'est aussi le fait que Goku Super Saiyan 3 est supposément plus fort dans l'autre monde, car n'ayant pas de limite imposée à son corps et son énergie lui permettant de mieux exploiter le Super Saiyan 3. Mais même comme ça, Janemba attrape Goku et l'envoie balader. Donc c'est sans appel, Janemba atomise Kid Buu. Malgré cela, le match restera très beau à voir étant donné que les deux ont des pouvoirs et capacités assez mystiques. Et ça peut se faire écho dans un sens. Pour préciser ce que je pense de la puissance de Janemba, je compte vous en faire une vidéo très prochainement en vous expliquant pourquoi selon moi il a un niveau se rapprochant de Buuhan. Loin de moi l'idée de relancer le débat Kid Buu versus Buuhan, je pense qu'il faut arrêter maintenant car Buuhan est le plus fort et c'est pas parce que Kid Buu est l'antagoniste final qu'il doit obligatoirement être le meilleur de tous. Mais globalement, pour ce débat de Kid Buu versus Janemba, Janemba reste bien plus fort, bien entendu. Et les clés sont dans l'œuvre, et le film et le manga. Éloignons-nous cette fois-ci des combats un petit peu fictifs qu'on a pu traiter auparavant, même si on va quand même y revenir un petit peu. Gohan Super Saiyan 2. Alors pourquoi cette troisième partie de cette vidéo s'intitule Gohan Super Saiyan 2 ? Parce que tout simplement on est face à un débat très intéressant qui permet de questionner la puissance de Gohan ado, pas adulte bien entendu, durant la saga Buu. Surtout sa puissance en Super Saiyan 2, avec par exemple face à Dabra, il est bien sûr en Super Saiyan 2. C'est pas anodin que Vegeta fasse référence à ce moment-là d'ailleurs au jeune Gohan qui était plus fort, car il compare par rapport au SSJ2 selon moi. Les indices qui sont pour certains l'évidence que Gohan n'est pas en SSJ2, c'est surtout le manque d'éclairs. Or, on a bien vu qu'il est souvent arrivé que la Toei oublie les éclairs dans l'anime, voire même que Toriyama les oublie aussi dans son manga. Mais malgré cela, on voit la différence quand Gohan est en SSJ ou Super Saiyan 2. Cette différence, c'est les mèches du personnage. En Super Saiyan, ses cheveux sont plus relevés avec deux mèches. Une qui tombe sur son front et une plus petite. En Super Saiyan 2, ses cheveux prennent une allure très dressée et une seule grande mèche tombe sur ses yeux. Un peu comme sa forme mystique. D'ailleurs, il faut voir un peu sa forme mystique comme sa forme Super Saiyan 2, mais avec les cheveux teints en noir en fait. C'est le point de référence, si vous voulez, pour connaître la forme dans laquelle est Gohan tout simplement. Il y a même un petit détail qui peut être sympa pour remarquer s'il est en Super Saiyan 2 ou non, c'est avec la couleur des yeux. Mais ça aussi, c'est pas énormément respecté. Je crois qu'en Super Saiyan 2, les yeux sont bleus et non pas vert émeraude comme en Super Saiyan. Et il y a aussi un autre détail sympa. Par exemple, dans le film Broly, on le voit quand il se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Donc il est en Super Saiyan 2 et pas du coup en Super Saiyan. Sa peau devient beaucoup plus pâle. Et c'est à ça qu'on peut reconnaître du coup son Super Saiyan 2.
Du coup, je peux établir un parallèle avec le film dit sur Broly, intitulé Rivaux dangereux. Tout simplement, c'est la même indication avec les mèches ou la seule mèche de Gohan, malgré l'oubli des éclairs. De plus, les concept art du film indiquent clairement quand Gohan est en SSJ2 et indiquent vraiment au moment où il affronte Broly au début, il est en Super Saiyan 2. C'est uniquement à la fin du combat, donc lors du Kamehameha familial, qu'il repasse en SSJ. Sans doute par manque de puissance, il perd son Super Saiyan 2. D'ailleurs, c'est assez triste de voir qu'il ne tient pas bien longtemps le Super Saiyan 2 dans ce film, alors que pourtant, il semble être différent du Gohan de l'Arc-Bout ou Great Saiyaman, car il est supposément plus entraîné. Mais à mon avis, encore une fois, il est plus entraîné, mais pas assez sérieusement pour être le plus fort. Compte tenu du potentiel de Gohan, il est censé rouler sur le Super Saiyan légendaire qu'est Broly sans problème. Vous vous trompez tous! Je vais vous démontrer factuellement pourquoi. Le film dont est issu le débat est Rivaux dangereux, sorti précisément le 12 mars 1994 au Japon. Le chapitre de Toriyama où Gohan apparaît en tant que héros est le chapitre 421, apparu le 11 mai 1993. Vegeta a croisé Gohan durant le chapitre et il est le premier à souligner le manque de puissance de Gohan comparé à avant, c'est-à-dire les Cell Games. Sachez que la Toei prend maximum 6 à 8 mois pour faire un film, et je suis gentil, je vais dire 8 mois pour vous faire plaisir certains. Et donc, obligatoirement par mesure de cohérence artistique, ils se sont référés à la série, mais surtout au manga. S'ils se sont référés, donc c'est tous les chapitres parus avant le mois de juillet, vu que le film est sorti en mars. Donc tous les chapitres du 421 au 428 ont été pris en compte. Ce qui signifie donc que même le chapitre où Gohan fait un sparring avec son petit frère, et donc par la même occasion, il se rend compte de son problème de puissance et du fait que son frère est très fort, est inclus. Sérieux, faites un effort, Vegeta lui dit lui-même dans les locaux de Capsule Corps, lorsque ce dernier conçoit son costume de pitre là, Great Saiyaman, et ben il va lui dire ceci: tu t'es relâché, la paix ça veut pas dire qu'il faut arrêter de t'entraîner. Là je vous ai énoncé le cas où le film a pris 8 mois à être fait, donc je vous laisse imaginer si le film avait juste pris 7 ou 6 mois. Vous pouvez carrément prendre en compte, donc, même le combat Gohan versus Dabra. Bon, ça c'est surtout si le film il a pris 6 mois. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez beaucoup d'exemples avant ce combat-là, et même avant le Tenkaichi Budokai précisément, où l'on nous dit que Gohan est moins fort. C'est pas parce qu'il a été dit que Gohan allait être le héros du film qu'il allait être le plus fort. Le thème, c'est l'héritage et la transmission dans le film Rivaux dangereux. Gohan, héros, oui, mais Gohan surpuissant, non. Mettez-vous-le dans le crâne, car ce débat me fatigue vraiment. Broly dans ce film est tout juste incohérent, il a subi un Zenkai Boost. Quand bien même cette notion a été quelque peu mise de côté dans l'œuvre, vous inquiétez pas, ils s'en sont quand même servis dans le film 10, car il fallait bien justifier le retour de Broly et son rôle d'antagoniste surpuissant. Tous ceux qui ne seront pas d'accord, je serai sans pitié les gars, clairement. Je vous ai donné les infos, les dates concrètes, tout. Je vous ai même parlé de la description du processus de création des films Dragon Ball, donc soyez sérieux s'il vous plaît. Donc oui, précisément c'est une timeline différente, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils n'ont pas le droit d'être cohérents avec la série. Et ils le sont carrément, quand on voit que Gohan n'est même pas capable de tenir son SSJ2, au vu de sa tenue, au vu des chara-design, tout ça. Le film ne cherche pas à être canon, et c'est pas le but, il est pas canon du tout, il est plutôt cohérent niveau puissance. En tout cas pour les personnages qui nous intéressent, qui eux sont réellement canons. Voilà, pas le cas de Broly du coup. En fait quelque part quand je critique le film Rivaux dangereux et les gens qui disent que Gohan ne s'est jamais arrêté de s'entraîner, c'est qu'en fait, tous ceux qui disent que le film a été conçu d'après les plans de Toriyama qui étaient de Gohan de faire le héros, et donc que le film s'est quelque part calqué sur les chapitres où Gohan était prétendument le héros et donc que c'était conçu comme ça, c'est faux, c'est littéralement faux, voilà. Donc le fondement de ce que vous défendez, donc que Gohan n'a jamais arrêté de s'entraîner parce que c'était calqué avec la cohérence de la série, c'est faux, c'est faux. Que ce soit série plus manga, Gohan, il était bien prouvé qu'il s'est complètement arrêté de s'entraîner. Il n'est pas au niveau du tout. Bon, laissez-moi vous expliquer car je peux comprendre que certains ont du mal à accepter que Goku soit un bon père au vu des dingueries qu'il a pu faire. Mais ça, c'est d'un œil extérieur, disons terrien même. Car en tant que Saiyan, Goku c'est
un excellent père en fait. Il a toujours été livré à lui-même. Là-dessus, je vous apprends rien. Il a été envoyé sur Terre tout bébé, son grand-père Saint Gohan, c'est ainsi qu'il l'appelle, l'a trouvé dans la forêt et l'a élevé dans les montagnes. Il lui a appris les notions essentielles mais n'a pas eu le temps de mener son éducation jusqu'à la fin, car il est mort. Alors que Goku n'avait que 11 ans. C'est pour ça du coup tout cet humour sur le décalage de Goku avec le monde extérieur dans les premières heures de Dragon Ball, et du coup ça se poursuivra jusque dans Dragon Ball Z et ses suites. Quelque part l'une des blagues les plus drôles c'est que Goku doit se marier avec Chi-Chi. Si on doit dire que c'est une blague, il a nul autre choix de composer avec cela. Il l'a pas voulu volontairement en fait, il voulait juste tenir ses promesses. Chi-Chi connaît très bien Goku et a donc complété l'éducation de ses enfants avec le côté terrien, tandis que Goku apporte le côté art martial, Saiyan, disons. Par ailleurs, Goku a toujours tenu son fils Gohan à l'écart des combats, déjà par respect pour son fils, puis sa femme je pense, mais aussi parce que Gohan exècre la violence, et en plus Goku ne veut pas le mettre en danger. Que ce soit dans la saga Saiyan ou Namek, Goku est un bon père car il protège les siens et les élèves. Jusque dans la saga Cell, quand la menace devenait trop importante et inclut du coup tout le monde, c'est là que Goku a fait entrer Gohan en scène. C'est la meilleure façon de protéger son fils. C'était donc de l'aider à s'armer pour aussi se protéger lui-même. Il l'a mis au combat contre Cell parce qu'il savait que Gohan était le plus fort. C'est lui qui a vu son potentiel en premier, et d'ailleurs même qui a entrevu sa capacité à dépasser le Super Saiyan. Goku n'est pas affreux, il jauge Cell pour Gohan afin de savoir s'il peut l'envoyer ou non, mais qu'aussi Gohan puisse mieux comprendre Cell. Il a complètement confiance en son fils, et quand il donne le fameux Senzu là, c'est pour encore plus le motiver à se battre à fond. Il sait que Gohan a des lacunes mentales, il n'a pas totalement confiance en lui. C'est un peu dans la même optique qu'il décide donc de faire confiance au potentiel de son autre fils Goten, et donc à Trunks aussi, le fils de Vegeta, son éternel rival, durant la saga Buu. Tout simplement, il a très bien vu leur capacité à obtenir le Super Saiyan très tôt. Aucun enfant de Goku ne lui a dit un jour « tu es un mauvais père ». Goku a fait du bon boulot en tant que père, c'est juste les différentes menaces qui ont mis des obstacles. Et d'ailleurs, me parlez pas de DBS car ils ont détruit toute cohérence avec les développements de nos personnages. Loin de moi l'envie de relancer, ou même reporter le débat sur quelqu'un d'autre, mais sachez que Vegeta, il a fait des dingueries aussi. Il serait tout aussi critiquable sur son rôle de daron auprès de Trunks. Ce débat fonctionne aussi avec le SSJ God. Après vous avoir demandé donc dans l'onglet communauté, j'ai remarqué dans la zone commentaire que c'était l'un des débats les plus débiles selon vous. Et les gars, je suis d'accord, c'est vrai que la comparaison est plutôt chiante et elle sert à rien. Mais je vais vous donner mon avis avec des faits concrets. On sait déjà que la fusion entre Goku et Vegeta, même Potala, serait quand même galère pour vaincre Beerus. C'est Goku qui nous le dit dans le film Battle of Gods, après avoir confronté le dieu de la destruction pour la première fois en SSJ 3. Et donc, pour moi, le SSJ4 qui soit dans GT ou bien dans Daima récemment, Daima c'était nul, mais bon, le SSJ4 est sympa, et au moins ça nous donne une idée de sa puissance. Bref, le SSJ4 qui soit dans GT ou bien Daima, il correspond à peu près à Végéto forme de base. Attention, pas super Végéto du tout, mais à peu près Végéto forme de base. Attention, c'est mon interprétation de l'œuvre basée sur certains faits réels du manga. Vous êtes libre de ne pas accepter, mais vous fâchez pas certains. Le but c'est surtout de trancher en fait entre les deux là. Une fois full power, le SSJ4 pourrait correspondre, je dirais, à Super Végéto. Et là donc c'est dans des BGT ça. Donc en faisant ces comparaisons, et en ne donnant pas des unités ou en parlant des multiplicateurs, d'ailleurs j'ai parlé des multiplicateurs dans cette vidéo là, mais réellement les multiplicateurs c'est de la spéculation, et je le dis si bien d'ailleurs dans ces vidéos là, donc allez les voir, c'est de la spéculation. Je vais pas parler d'unité, je vais pas parler de multiplicateur, ça c'est du bullshit, ça sert à rien, c'est de la spéculation pour se faire kiffer. Voilà, réellement. On va juste parler de personnage à personnage, et d'après ce qui a été dit. Voilà. Donc vous pouvez, tout ce que je viens de vous délivrer, vous rendre compte que très rapidement, le Super Saiyan Blue, c'est compliqué. Le SSJ4 va pas rivaliser avec. Ce pourquoi, je pense très sincèrement que le SSJ4 est déjà juste en dessous du Super Saiyan God. Voici ce que donnerait donc un classement réel. Vous pouvez constater de manière imagée. C'est un débat qui énerve certains de ce que j'ai pu voir, donc écoutez, je vous laisse me dire si j'ai bien répondu ou non. Et autrement, j'attends votre réponse et votre retour en commentaire. Le débat, il est légitime quand on parle d'une saga de films genre Spider-Man 1, 2, 3. Vous avez fait un choix personnel pour telle ou telle raison, mais le souci avec une œuvre comme Dragon Ball, surtout Z pour ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas de pire ou de meilleur arc. Tout se suit,
C'est pas Dragon Ball Freezer, Dragon Ball Boo, Dragon Ball Saiyan ou je ne sais quoi. Oui, vous avez le droit de préférer une partie de l'histoire, mais en aucun cas la descendre au point où vous occultez cette partie de l'œuvre. C'est tout bonnement impossible. Le tout forme une unité. Si tu n'aimes pas Dragon Ball Super, bah c'est ton choix, tu peux le dissocier. C'est pas un problème. Pareil pour GT, même je pense Daima. Mais Dragon Ball Z comme on dit si bien, ne font qu'un. C'est donc Dragon Ball. Point barre. Pourquoi je vous ai fait toute cette leçon, me diriez-vous? Car des fans se permettent de dire que l'arc Boo est une catastrophe. Pire encore que c'est le pire arc qui n'a jamais été fait dans le manga. Mais vous êtes fous. Tout ce que cet arc apporte sert de socle à Dragon Ball Super, donc on en pense du bien ou non, hein. Et surtout on a Monsieur Toriyama qui a eu le droit de faire comme il voulait. Cet arc rappelle les grandes heures de Dragon Ball. De l'humour, de la dérision, bref, c'est ultra ingénieux. La fin est magnifique et elle conclut parfaitement Dragon Ball. Ça c'est personnel comme avis, mais en tout cas sachez que rien n'est à jeter. Il n'y a pas de pire arc, c'est juste une préférence, c'est tout. Du coup ça m'y fait penser, mais une petite parenthèse qui a du sens, mais oui, j'ai fait une vidéo analyse sur l'arc Cell. Et j'ai écrit sur la miniature pire arc. J'ai pas qualifié cet arc de pire ou de meilleur. Selon moi c'est un arc excellent, et il n'y a pas de pire ou de meilleur. J'ai juste listé en fait dans cette vidéo quelques erreurs et incohérences afin de nuancer justement un arc qui est considéré comme intouchable pour certains. En fait, quelque part, je me moque un peu du concept de juger pire ou meilleur arc, tier list des arcs, tous ces trucs-là. En fait, je trouve ça plus intéressant comme démarche d'analyser et nuancer un arc afin d'apporter une vision plus réelle et précise que juste se dire que cet arc c'était le meilleur ou le pire. Et donc la vidéo quelque part avec la miniature était quelque part donc putaclic. Désolé les amis, mais bon, si j'écrivais analyse arc Cell, est-ce que c'est mon arc préféré? Bon, vous cliquerez pas, vous en foutez les mecs. Et voilà, c'était tout pour ce volet final des débats inutiles dans Dragon Ball. Donc c'est le 4e volume, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres les gars, parce que ça deviendrait chiant. Si ça se trouve dans 20 ans, il faudra encore faire une vidéo parce qu'il y aura des nouveaux débats qui vont naître. Oh, ça va être terrible. En tout cas, j'espère avoir apporté des réponses et avoir réglé quelques débats une bonne fois pour toutes avec des faits concrets. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en partageant la vidéo donc, ou bien vous pouvez aussi liker et vous abonner à la chaîne. Ça soutient grandement mon travail. On se retrouve bientôt. Sur ce, ciao les amis.